Merci de choisir Télé 7 pour vous informer. Dans l'actualité de ce lundi 24 décembre 2012, c'est Noël à travers le monde. Les chrétiens, surtout catholiques, célèbrent la nativité. À Kinshasa, les parents, malgré le temps qui court, trouvaient des présents pour leur progéniture. Et pendant ce temps, en politique, la trêve accordée aux délégués ou pour parler de Kampala est diversement commentée. Nombreux sont ceux qui n'y croient plus, cela malgré l'optimisme affiché par les deux partis. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2013, estimé à un peu plus de 360 milliards de francs congolais, est passé ce lundi après un débat intense. André Kimbuta promet de rencontrer les préoccupations de la population. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. À Goma, à la veille de la fête de nativité, une cinquantaine de suspects ont été arrêtés ce lundi par les forces de l'ordre. C'était lors du bouclage des quartiers Ndosho et les volcans à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Au cours de cette opération, les éléments des FARDC, appuyés par ceux de la police nationale congolaise, ont aussi saisi des équipements militaires. Et cette opération vise à sécuriser la ville de Goma, en proie à une montée d'insécurité depuis le début du mois de décembre. Le commissaire provincial adjoint de la police, chargé des opérations, le colonel Henri Capende, cité par la radio onusienne, a déclaré à la presse que les forces de l'ordre sont également à la recherche des détenus qui se sont évadés de la prison de Munzenze la veille de l'occupation de Goma par les rebelles du M23. Initialement prévu pour ce lundi, le ministère public dans le contentieux électoral qui oppose Jean Bamanissa, gouverneur élu de la province orientale, à Jeff Liotombula d'une part et Jacques Badou du Bas-Congo à Déon Koussou de l'autre, n'a pas donné son avis. L'audience est reportée à mercredi prochain sur décision de Simon Bombolou, président de la Chambre de Sion. Au sujet de la suspension des pourparlers de Kampala, les élus du peuple émettent de doutes sur l'issue heureuse de ces négociations. Pour Jonathan Bialosuka, les Congolais devront se préparer à la guerre pour bouter hors du territoire national tous les ennemis du peuple. Pour cet élu national, le M23 prend du temps pour se réorganiser. On l'écoute au micro de Blanchard Candelo. Bon, je pense que cette suspension est stratégique pour les uns comme pour les autres. Je voulais dire que ce soit pour le gouvernement ou pour le M23. Chacune des parties veut gagner du temps. C'est au parti qui va mettre à profit le temps à qui reviendra la victoire. Puisque à Kampala, je ne suis pas pessimiste, mais je pense que les Congolais ne doivent rien attendre de bon. On est en face des gens qui ont un agenda caché, qui n'expriment pas leur propre volonté, mais qui font la volonté de leur maître. Et tant que leurs maîtres n'ont pas encore cédé, je pense qu'il n'y aura rien qu'ils peuvent céder eux aussi au niveau des négociations. Tout ce que les Congolais peuvent faire, c'est de se préparer à la guerre pour libérer cette partie de la République. Avec ces gens-là, il n'y aura rien. Même si le Congo fait des concessions, ils vont demander qu'on les intègre dans l'armée. Ils étaient déjà dans l'armée. Nombreux sont partis des caporaux jusqu'en généraux. Qu'est-ce que maintenant ça a changé? Même s'ils demandent qu'on leur donne des postes dans le gouvernement, en vertu de quoi? Puisqu'au Parlement, nous avons un Parlement démocratique où il y a des élus. Et le gouvernement, les postes dans le gouvernement, on les a en fonction de votre poids politique au Parlement. Ils n'ont pas des élus, en vertu de quoi on doit leur donner des postes ministériels. Optimisme mêlé de scepticisme de Raymond Chibanda, chef de la délégation gouvernementale au dialogue de Kampala. Le ministre des Affaires étrangères exprime ses doutes sur les résultats réels de ces discussions. Kampala ne serait qu'une partie de la solution au problème de l'Est de la RDC. Et ces déclarations ramènent à la surface les graves contradictions de Kinshasa, qui a de plus en plus du mal à définir une ligne claire en rapport avec le nouveau drame de l'Est du pays. Pourquoi dès lors s'engager dans des discussions dont la crédibilité est douteuse? Je vous propose ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. C'est bon gré malgré que Kinshasa a accepté de discuter directement à Kampala avec le mouvement du 23 mars. Cette impression se dégage de déclarations alambiquées tenues samedi dernier à Kampala par Raymond Chibanda, ministre des Affaires étrangères, au terme d'une conférence de presse. Chef de la délégation gouvernementale de pêche à Kampala, Raymond Chibanda a laissé entendre que le dialogue de Kampala n'apportera pas des solutions durables au conflit dans l'est du territoire national. Autrement, une solution sous-régionale dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs paraît limitée de la vie de Kinshasa pour sortir du bourbier du Kivu. Les dernières déclarations de Raymond Chibanda sont la preuve d'un désarroi au niveau du gouvernement qui ne croit pas à l'issue du dialogue de Kampala.
Mais coincé par la CIRGEL, Kinshasa se trouve en position de ne point sécher les discussions décidées par la CIRGEL. Cependant, malgré tous ces obstacles qui risquent d'obstruer la voie des pourparlers de Kampala, Raymond Tshibanda a estimé que la crise en cours céderait place à une période de stabilité en RDC. Toutefois, le chemin à parcourir reste encore parsemé d'embûches. Trop d'inconnus et zones d'ombre entourent encore les pourparlers de Kampala. Kinshasa qui ne croit pas en une issue heureuse de ce dialogue pour une paix durable dans l'est de la RDC s'y est engagé, quasiment poussé par la contrainte de la conférence internationale sur la région de Grand Lac dont il est membre. Preuve que Kinshasa doute de l'efficacité des résolutions qui sortiront de Kampala bien avant l'ouverture du dialogue, le Premier ministre Matata Ponyo avait jugé dans une interview à la presse belge presque hypothétique une solution régionale dans le cadre spécialement de la CIRGEL dans la crise de la partie est de la RDC. Autant de faits qui justifient le scepticisme de Kinshasa, note le quotidien Le Potentiel. Si l'ouverture du dialogue de Kampala a permis de calmer les tensions sur la ligne de front, le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC ne se dessinera nécessairement pas dans la capitale ougandaise. Il n'y a que les naïfs qui peuvent encore croire en l'efficacité du dialogue de Kampala, un lieu et place de multiplier les contradictions qui finissent par discréditer son action à l'échelle internationale. Kinshasa ferait mieux d'adopter une attitude claire et sans équivoque. Si les gouvernements ne croient pas aux initiatives déployées dans le cadre de la CIRGEL, comme en témoignent les déclarations de son chef de délégation dépêché à Kampala, tout porte à croire que le vrai problème, notamment celui qui justifie l'action menée par le M23, n'a jamais été dévoilé au grand public. Si bien que toute négociation qui tente d'éluder ce problème, le nerf de la guerre est d'ores et déjà voué à l'échec. Tshibanda le sait. Aussi a-t-il étalé publiquement les limites des pourparlers de Kampala, pour que sans doute nul n'en ignore si jamais le dialogue terminait en catastrophe. André Kimbuta a réussi à faire passer le budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2013, chiffré à plus de 360 milliards de francs congolais. Ce budget devrait, selon les propres termes du gouverneur de la ville de Kinshasa, à améliorer les conditions de vie de la population, et nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et là, nous avons un communiqué en date du 30 novembre 2012. Le Fonds monétaire international a notifié au gouvernement de la République démocratique du Congo sa décision de laisser l'accord au titre de la facilité élargie de crédit FEC expirer à la date du 10 décembre 2012, ce qui impliquait d'office que la conclusion des 3 dernières revues ne pourrait avoir lieu. Il convient donc à cet effet de souligner qu'à fin novembre 2012, tous les critères quantitatifs du programme ont été réalisés avec des marges confortables. De même, les repères structurels du programme ont aussi été satisfaits, à l'exception d'une opération de la GECAMIN au sujet de laquelle le Fonds monétaire international a estimé que le procès verbal publié de la transaction ne contenait pas tous les éléments exigés pour satisfaire le préalable relatif aux repères structurels. Il s'agit donc d'une question de mauvaise gouvernance au sein de la GECAMIN. Et l'accord FEC s'est donc arrêté dans les conditions évoquées ci haut pour des raisons de gouvernance des ressources naturelles, spécifiquement à cause du manque de transparence dans la cession des actifs miniers de la GECAMIN. Le gouvernement est naturellement préoccupé par la question de la gouvernance des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, particulièrement celle de la GECAMIN, et dont les dirigeants ne parviennent pas encore à faire le saut qualitatif nécessaire qui devrait permettre au pays de transformer les immenses potentialités en opportunités de développement pour la majorité de nos populations. Et le gouvernement en appelle au président du conseil d'administration et au DG de la GECAMIN de pouvoir prendre des mesures qui s'imposent pour améliorer la gouvernance dans leur entreprise. Sous le leadership du chef de l'État, le gouvernement examine la question d'une reprise de partenariat avec le Fonds monétaire international. Et les 3 dernières revues du programme économique n'ont pas abouti pour des raisons de mauvaise gouvernance des ressources naturelles, notamment dans la cession des actifs miniers de la GECAMIN. Alors que l'opinion attend des sanctions contre le comité de direction de cette entreprise pour manque de transparence adopté par l'exécutif national à travers son ministère des Finances, le gouvernement se complaît de caresser dans le sens du poil le pyromane de la GECAMIN, prendre des mesures qui s'imposent pour éteindre le feu
en améliorant la gouvernance dans leur entreprise. Je vous propose de suivre ce commentaire de la rédaction avec Doudou Ndombe. Que le gouvernement examine la question d'une reprise des partenariats avec le Fonds monétaire international, c'est une chose, mais faire endosser à la GECAMIN la responsabilité du rendez-vous manqué avec l'institution financière est une aberration pour l'opinion. Pour la petite histoire, la GECAMIN, après sa transformation, est devenue une entreprise à caractère commercial où l'État est actionnaire à 100%. Le conseil d'administration est constitué des délégués des ministères du budget, finances, mines et portefeuille, donc les membres du gouvernement. Si la GECAMIN a pêché dans la cession de ses parts à une société minière, pourquoi le conseil d'administration, qui a vocation d'examiner ses contrats, a laissé passer la bourde? La GECAMIN n'est tout de même pas un bien sans maître. Il suffit tout simplement au conseil d'administration de convoquer l'Assemblée générale pour destituer le comité qui a failli. Malheureusement, dans les entreprises transformées, les conseils d'administration n'ont jamais été mis en place. Ce qui induit que le gouvernement veut une chose et son contraire. Quelle finalité pour les processus de réforme des entreprises publiques si le gouvernement n'est pas disposé à s'adapter au nouveau contexte? Dans la logique où l'État est considéré comme puissance publique et non actionnaire, il doit sanctionner les comités qu'il nomme lorsque celui-ci affiche des comportements contraires à ses engagements et à la ligne tracée. Dans le communiqué du ministère des Finances publié le week-end dernier, le gouvernement reconnaît que les entreprises transformées ont du mal à décoller, mais apparemment, il ne les aide pas à cet effet. Aujourd'hui, les partenaires traditionnels hésitent à apporter de l'aide à la RDC et c'est la population qui risque d'en payer les prix. 320 millions de dollars américains d'appui du FMI ne tomberont plus dans l'escarcelle du gouvernement. La Banque africaine de développement vient d'ailleurs de lui emboîter les pas en suspendant des appuis de l'ordre de 80 millions de dollars américains tant qu'aucun programme formel avec le FMI ne sera d'application. Des projets en cours risquent de ne point aboutir, d'autant plus que des prêts assortis de contraignantes conditionnalités vont exposer le cadre macroéconomique à une explosion certaine. La Conférence épiscopale nationale du Congo, à travers la Commission épiscopale Justice et Paix, s'engage dans la campagne de sensibilisation au civisme fiscal pour la région ecclésiastique de Kinshasa. Plus de 200 délégués venus de tous les doyennés de Kinshasa ont été formés pour former d'autres formateurs dans leurs paroisses respectives. La cérémonie de lancement a eu lieu dimanche au sanctuaire marial Lindongue dans la commune de Limete. Oscar Bakandoa et Baby Malobo. C'est en exécution du protocole d'accord entre le ministère des Finances et le comité permanent des évêques de la SENCO que lançait cette campagne. Dans sa part de contrat, la SENCO devait assurer la sensibilisation des acteurs à la mobilisation des recettes de l'État et sur les enjeux irrélatifs. Ces délégués de la région ecclésiastique de Kinshasa sont mis à contribution pour atteindre l'objectif. Les gens n'ont pas seulement parlé pour le plaisir de parler, mais ils doivent concrétiser ça par le paiement de ce qu'ils doivent à l'État. C'est seulement en donnant à l'État ce dont il a droit qu'on peut aspirer au développement. Donc nous ne devons pas être malhonnêtes, ne donner rien au gouvernant et réclamer beaucoup. Ça, ce serait de la malhonnêteté. Rien n'est laissé au hasard. Deux supports de sensibilisation, d'information et de formation sur la mobilisation des recettes douanières, fiscales et parafiscales sont conçus pour la circonstance. Les délégués des doyennés savent déjà à quoi s'en tenir. Je crois que l'État a mis beaucoup de temps pour expliquer à la population parce qu'il n'y a aucun État qui peut se réaliser, concrétiser tout le projet sans l'impôt. Parce que nous avons appris dans le cours de fiscalité que le levier fiscal, c'est cette capacité qu'a tout État, nation, de développer, de résoudre tous les problèmes qu'il a sur le plan socio-politique et même sur le plan social. Tout ce qu'on dit toujours, l'État atteint l'absolu Cameroun, mais l'État n'a pas autre moyen que l'impôt et la taxe. Rappelons que le 13 juillet 2010, le gouvernement et la commission et la conférence épiscopale nationale du Congo avaient signé un accord avec pour finalité parvenir à une vision partagée du processus de mobilisation des recettes de l'État. Un accord qui vise également à faire participer la population congolaise à la transformation qualitative et au développement de leur pays. Revenons sur le face-à-face ministre de l'aménagement du territoire et presse le week-end dernier.
Au cours de cet entretien, Fridolin Kaswechi s'est voulu rassurant quant aux défis à relever par le gouvernement dans le secteur de l'aménagement du territoire. En effet, selon le ministre des IDPR, un chronogramme est pour se faire en pleine élaboration dans son ministère. Interviendra ensuite la restructuration des structures concernées. Je propose de l'écouter au micro de Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. Le pays a navigué pratiquement pendant 50 ans sans un cadre d'aménagement du territoire. Le texte que nous retrouvons aujourd'hui date des années 57. Et en dehors de ce texte, nous n'avons pas eu à faire d'autres documents de référence qui puissent permettre au pays d'être aménagé de manière cohérente, efficiente et même prédictive. Et donc, un travail d'élaboration des textes est exigé. Et dans le chronogramme que nous avons prévu, il est question qu'on puisse restructurer tous les services qui ont cette responsabilité. Je pense notamment au bureau d'études et d'aménagement urbain. Je pense à l'unité d'appui à l'aménagement du territoire qui doivent faire un travail d'inventaire des textes existants et voir les insuffisances de tous ces textes et faire des projections de textes qui soient adaptés à l'environnement actuel en tenant compte de l'estimation de la population parce que nous n'avons pas de statistiques précises non plus et en tenant bien sûr compte aussi des ressources dont on a parlé. La plus importante ressource, comme vous le savez, notre population étant essentiellement rurale, c'est la terre. Ouvert vendredi dernier, le premier congrès extraordinaire de l'Organisation des Travailleurs Unis du Congo a pris fin samedi dernier au centre Bondeko dans la commune de Limete en présence du président national de cette organisation syndicale. Les congressistes qui ont réfléchi sur le parcours de leur syndicat libéral ont formulé des recommandations importantes pour l'avenir de leur organisation, notamment son implantation dans les entreprises qui fonctionnent à travers le pays. Oscar Bakandoa et Evelyne Chibola. Ce premier congrès extraordinaire a permis aux membres de l'OTUC de jeter un regard rétrospectif sur la vie de ce syndicat libéral depuis son existence. Les 2 jours de francs, sincères et riches débats menés par les 200 congressistes ont abouti à d'importantes décisions allant dans le sens du renforcement des acquis de l'Organisation des Travailleurs Unis du Congo, syndicat libéral. À l'issue de ces travaux, les membres de l'OTUC ont pris des résolutions et des recommandations pertinentes pour la redynamisation de leur syndicat. Voilà qui fait la joie du président national qui par ailleurs a invité tous ses membres à se remettre au travail. Vous avez formulé des recommandations relatives à la politique de recouvrement des recrutements et de la formation des permanents syndicaux de l'OTUC, des moyens financiers pour cette fin. Enfin, vous avez recommandé que d'ici les 30 années à venir, l'OTUC se voit muer en véritable mouvement syndical. Les voies et moyens devant être trouvés pour que notre organisation syndicale étende ses activités dans les domaines économiques, de mutualité, des œuvres sociales et de la formation systématique de ses cadres et autres affiliés. Un congrès extraordinaire de la rénovation pour une plus grande efficacité. Le représentant du ministre du Travail et de la Prévention sociale encourage la tenue de ces assises. Nous vous présentons des salutations et les sincères félicitations des congressistes que vous êtes. Parce que, pourquoi nous devons dire les félicitations? Parce qu'un congrès, c'est généralement une remise en question. Un congrès, c'est le fait d'accepter d'évaluer ce qu'on avait fait, avoir le courage d'évaluer tout ce qu'on avait déjà posé. La cérémonie de clôture de ce premier congrès extraordinaire de l'OTUC s'est déroulée dans un climat bon enfant et les participants se sont donné rendez-vous au prochain congrès ordinaire prévu l'année prochaine. Le groupe scolaire Le Cartésien arrache la palme de meilleur entrepreneur par African Business Connection Forum, édition nationale RDC 2012. La cérémonie de remise de ce prix d'excellence à l'heureux lauréat a eu lieu samedi dernier au cours d'une rencontre organisée
au Grand Hôtel Kinshasa. Rosil Martin Bouyamba. African Business Connection Forum est une rencontre basique d'affaires qui se veut un cadre pour créer des relations d'affaires entre entrepreneurs. ABC Forum offre également un cadre d'affaires aux entrepreneurs et aux investisseurs qui prospectent des nouveaux marchés. Jean-Claude Nsapo se félicite que son organisation, qui est membre de EMRC, European Market Research Center, célèbre ceux qui réussissent dans leurs domaines respectifs. Le lauréat pour cette première édition est le groupe scolaire Le Cartésien. Il s'est distingué, selon les organisateurs, par son standard international et des innovations. Mettre tout le monde d'accord par leur manière de faire, leur réussite, leur sérieux. Et pour cela, au préalable, il faut un sondage. Nous avons sondé depuis le sommet de la francophonie. Le promoteur de cet établissement scolaire ému a des mots justes qui traduisent les efforts d'un long parcours. Bientôt, notre école va accéder à l'OIB, Organisation internationale du baccalauréat, c'est-à-dire nos enfants, en lieu et place de l'État, ils vont commencer à faire les tests du baccalauréat international. Comme ça, ils peuvent être admis dans toutes les universités du monde. Ce prix d'honneur décerné au groupe scolaire Le Cartésien devrait pousser cet établissement d'enseignement à redoubler d'ardeur afin d'atteindre ses objectifs. Le Fonds des Nations Unies pour la population organise depuis ce lundi un atelier de validation de son plan d'action pour le 4e programme de coopération UNFPA-RDC pour la période allant de 2013 à 2017. Et ce programme aura comme principale priorité l'amélioration de la santé maternelle en RDC. L'ouverture des travaux a eu lieu ce lundi au Grand Hôtel Kinshasa, Anita Lombois et Baby Malobon. Cette rencontre est essentiellement consacrée à l'examen du processus d'élaboration du plan d'action du programme de coopération entre le gouvernement et l'UNFPA pour la période allant de 2013 à 2017. Ce programme, élaboré sur base de principes de l'alignement aux priorités nationales déclinées dans le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté, deuxième génération, il tient aussi compte des politiques sectorielles et vise l'amélioration de la santé maternelle en RDC. Il s'agit des questions du genre et de collecte des données, dont l'objectif majeur est la réalisation du 2e recensement général de la population et de l'habitat en République démocratique du Congo. Richard Dakam, représentant pays de l'UNFPA en RDC, saisit cette opportunité pour remercier le gouvernement congolais pour sa collaboration à la mise en œuvre du programme de coopération RDC-UNFPA 2008-2012. Grâce à ces efforts fournis par l'UNFPA avec l'appui de ses partenaires, la situation de la santé maternelle connaîtra dans un avenir meilleur une nette amélioration. L'atelier de formation sur les techniques de communication en élimination de la transmission du sida s'est achevé le week-end dernier. Ces assises de 4 jours organisées par le Réseau national des ONG pour le développement de la femme avaient pour objectif d'assurer dans ce domaine une véritable communication sur le terrain. Les détails avec Mariam Boya et Dieu merci Suka. Depuis sa création, le RENADEF mène des actions de plaidoyer auprès des institutions publiques et privées, internationales et régionales spécialisées sur la question qui touche la femme et la jeune fille, en vue d'une lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Le Réseau national des ONG pour le développement de la femme a besoin de membres compétents, capables d'abattre le travail de qualité sur terrain, afin de réduire le taux de transmission du sida de la mère à l'enfant. Marie Nyombozaïna est coordonnatrice nationale du RENADEF. Elles sont aptes de pouvoir former les autres et d'apporter l'information correcte auprès de la communauté sur comment éliminer la transmission du virus du VIH-Sida de la mère à l'enfant et comment lutter contre toutes les formes de violence sexuelle et basées sur le genre. Et avec ça, nous avons compris qu'ils ont attaché vraiment leur importance. Ils ont suivi avec assiduité jusqu'à la clôture aujourd'hui. Les participants qui se sont donnés à fond pour cette formation se disent capables de se défendre sur terrain. Ils ne tarissent pas d'éloges pour ONU-SIDA, principal partenaire de leur organisation. Nous sommes contents de suivre cette formation. C'est toujours des ajouts que nous avons parce que nous vivons déjà cette pandémie. Et nous voulons bien faire vraiment une barrière et une élimination vraiment
totale. Le PNMLS, qui est disposé à appuyer cette ONG, remercie les participants pour leur dévouement. C'est pour le RENADEF une occasion de profiter de ce partenariat de l'ONU-SIDA qui ne cesse d'organiser des sessions de formation en faveur des acteurs non étatiques. Un incendie d'origine inconnue a sérieusement endommagé samedi dernier vers 13 h les installations de Radio Shalom dans la commune de Ngalima. Les flammes ont entièrement détruit la salle où sont exposés les matériels. Les fumées ont provoqué d'importants dégâts très visibles dans ces installations. Rosa Wazi et Evelyne Chibola. C'est une surprise pour ces journalistes et agents de cette radio chrétienne Shalom. Alors qu'ils étaient tous concentrés à leur travail, le voilà en mouvement pour maîtriser un feu d'origine inconnue qui a pris leurs installations. Personne ne peut expliquer les drames. Tous les moyens ont été utilisés, de l'eau, des extincteurs, mais en vain. Ils se sont battus pour sauver les meubles de cette radio dont la seule mission est la prédication. Des voisins leur ont offert l'hospitalité pour protéger le matériel. En l'absence des camions anti-incendie, les victimes se sont démenées pour maîtriser le feu. Ils ont attaqué le feu avec 3 lances, une sur l'échelle et 2 à l'intérieur de la maison. Ils ont essayé de protéger les meubles et l'électricité a dû être coupée. Une chose est vraie, les confrères vont devoir passer la fête de nativité du Seigneur sous silence à cause de cet incendie, à moins de trouver d'autres solutions immédiates. Et sur le continent, l'Égypte reste très divisée malgré les résultats du référendum non encore officiel qui donne le oui vainqueur. Les islamistes actuellement au pouvoir se frottent les mains alors que l'opposition, qui n'a pas encore dit son dernier mot, promet d'attaquer la nouvelle loi avec les actions populaires de rue. Les détails dans ce reportage. L'Égypte reste divisée après le référendum des 15 et 22 décembre sur la Constitution. Un texte ardemment défendu par les islamistes au pouvoir qui ont annoncé dans les médias une large victoire du oui, avec 64% des voix. Les résultats officiels, eux, devraient être connus dans la journée. Et à présent, Rosa Wazi va nous lire la presse parue ce matin dans la capitale. Suspension de pourparlers des Kampala 6, le sujet est diversement commenté dans la presse parue ce lundi dans la capitale. Ouvrons le bal avec le potentiel qui titre à sa une pour parler des Kampala, les graves contradictions des Kinshasa. Optimisme mêlé de scepticisme de Raymond Tshibanda, chef de la délégation gouvernementale au dialogue de Kinshasa. Les ministres des Affaires étrangères expriment ses doutes sur les résultats réels de ces discussions. Kampala ne serait qu'une partie de la solution au problème de l'Est de la RDC. La solution à la crise dont l'Est ne viendrait pas seulement, pense-t-il, de ces dialogues. Selon lui, d'autres pistes sont à explorer, notamment politiques et militaires pour une paix durable dans l'Est du pays. Ces déclarations ramènent à la surface de graves contradictions de Kinshasa qui a de plus en plus du mal à définir une ligne claire en rapport avec le nouveau drame qui sévit au quotidien dans l'Est du pays. Au contraire de s'interroger pourquoi dès lors s'engager dans des discussions dont la crédibilité est mise en doute. Le phare craint que l'optimisme affiché par Raymond Tshibanda ne tombe en eau de boudin lorsqu'on observe la situation qui prévaut non seulement à Goma et ses environs, mais aussi dans la majeure partie des territoires du Nord et Sud Kivu. Il est fort risqué de parier à une issue heureuse pour parler des Kampala. Il est étonnant que les négociateurs congolais présents à Kampala se mettent à rêver d'une paix durable alors que les troupes ougandaises et rwandaises sont en ordre de bataille pratiquement tout au long de la frontière commune de Kisendi à Goma. L'avenir note qu'il y a eu certes des avancées, mais il n'y aura pas de signature de cessez-le-feu, indique la délégation gouvernementale. Africa News, pour sa part, pense que conclure un accord de cessez-le-feu avec les rebelles comporte plusieurs risques pour le gouvernement. Il s'agit entre autres la création de conditions de belligérance, la consécration de la balkanisation de fait de Rutshuru, les blancs 5 accordés à la rébellion pour l'exploitation officielle des richesses naturelles et l'extension du conflit aux autres groupes armés. Parlons à présent des infrastructures pour boucler cette ronde de journaux avec Géopolis.
Au cours d'une conférence de presse, le ministre de la TUITPR, Fridolin Kachesi, a précisé que la notion de l'aménagement et du territoire a plusieurs acceptations, plusieurs dimensions et plusieurs disciplines. Mais il est, a-t-il ajouté, avant tout un concept de redynamisation, d'encadrement et de soutien à la croissance économique. Il consiste pour cela à utiliser une partition rationnelle des activités de production en fonction des ressources de potentialité et de capacité humaine de façon à instaurer un ordre spatial équilibré, cohérent et harmonieux dans le processus du développement intégral et durable. Le ministre de la TUITPR a présenté les bilans de son action à la tête de ses portefeuilles. Beaucoup reste à faire, a-t-il annoncé, même si des résultats palpables dans ces domaines parlent d'eux-mêmes. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse. Avant de nous quitter, je vais vous lire ce message de vœux à son Excellence M. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2013. À l'occasion des festivités de Noël 2012 et de Nouvel An 2013, l'Office congolais du contrôle ainsi que l'ensemble de son personnel ont l'insigne honneur de présenter à votre très haute personnalité ainsi qu'à votre famille biologique et politique les vœux de bonheur, de prospérité, de santé et de paix. L'Office congolais de contrôle espère que cette nouvelle année 2013 vous apportera force et courage nécessaires en vue de poursuivre non seulement les efforts de pacification durable du pays, mais aussi et surtout ceux de la révolution de la modernité que vous aviez lancé en faveur de toute la population et de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président, le directeur général Albert Kasongo Mukonzo, le président du conseil d'administration Jean-Pierre Mbala Kassanda. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout bonne fête de Noël à tous. Au revoir.